Bonjour à tous, je suis Acritique Masqué, bienvenue dans cette rétro-critique consacrée à Aliens, le deuxième volet de la saga Alien. Donc Aliens, réalisé par James Cameron, est le deuxième film de cette fameuse saga qui suit directement le film Alien de Ridley Scott, et moi je dois vous avouer que c'est clairement mon favori. C'est celui que j'avais le plus vu quand j'étais enfant, je l'ai regardé mais des milliers de fois, et le fait de le revoir adulte m'a fait vraiment me rendre compte à quel point ce film était clairement un chef-d'œuvre pour moi. C'est le top du top dans le game Alien. Pour moi, il n'y a pas photo. Donc ça parle de quoi, Alien? Eh bien écoutez, ça parle de Ripley qui, après avoir dérivé dans l'espace en cryo-sleep pendant 57 ans, se fait repêcher par la compagnie, qui a un nom, qui s'appelle Weyland Industries, je crois maintenant. Et déjà, on lui apprend que sa fille est morte, donc gros down. Alors ça, c'est un ajout de la version Director's Cut. Voilà, parce qu'il y a toujours des versions Director's Cut dans l'Alien, et là c'est celle que j'ai regardée pour cette critique. Donc gros down, la fille de Ripley est morte, en plus d'avoir une photo hyper pixelisée d'elle. Je trouve ça plutôt bizarre de montrer cette photo, mais bon, c'est pas grave, enfin il n'y en avait pas des mieux, des photos. Bon, passons à autre chose. Donc Ripley apprend que sa fille est morte, elle apprend également que déjà personne la croit, et qu'elle perd sa licence de pilote, parce que son histoire sur une alien qui a buté tous les membres du vaisseau, qui a fait exploser son truc et tout, personne n'y croit. Donc en plus on l'apprend un peu pour une tarée, et surtout, pire que tout, elle apprend que la planète sur laquelle elle s'est atterrie avec son groupe, avec le Nostromo dans le premier, est devenue une planète colonisée pour la terraformer, donc il y a des colons dessus. Donc elle se dit, mais non mais vous êtes fous, il y a des aliens sur cette planète, ça va mal se passer. Et elle avait pas tort, parce que justement, les colons finissent par tomber sur le vaisseau alien, et on perd le contact avec cette colonie, et donc on va envoyer un groupe de Marines pour essayer de savoir ce qui s'est passé, et Ripley va se joindre à eux, parce que c'est devenu un peu l'experte en alien, quoi. Vous voyez, Ripley, c'est devenu presque les gens qui vont sur les plateaux de BFM parler politique, et bah Ripley, si on parle d'alien, bah, c'est elle qui sera invitée sur BFM, en fait. Donc on va suivre ce groupe de Marines qui va essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette colonie, et quand ils découvrent ce qui s'est passé, et bah ça va commencer à chier des bulles avec plein d'aliens, parce que c'est un S, et c'est la suite, il y en a plein, il y en a plusieurs, partout. Voilà, donc gros film d'action, au final, on change un peu de registre par rapport au premier, qui était plus un film suspense, thriller SF, et là on est plus dans un film d'action suspense SF. Et c'est le premier truc que je dois mettre au crédit de ce film, c'est que c'est une excellente suite. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Cameron, c'est qu'il arrive à faire des très bonnes suites. Enfin, en tout cas, avec Terminator 2, il a réussi à faire une suite excellente du premier Terminator, qui était tout aussi excellent, mais il a vraiment une capacité à, j'ai envie de dire, à penser en dehors de la box. Enfin, tu vois, le fameux think outside the box, qui est un peu, parce que quand tu fais une suite d'un film, tu te dis on va prendre les éléments qui ont fonctionné du premier et on va juste les refaire en plus gros. Donc c'est par exemple le cas de, là récemment, j'ai vu les Gardiens de la Galaxie 2, où on prend ce qui fonctionnait dans les Gardiens de la Galaxie 1 et on augmente un peu le curseur dans toutes les directions. Plus d'humour, plus d'action, enfin on fait du plus. Et là Cameron, dans ces deux suites, il change un élément principal, il change il change le concept en fait du film. C'est-à-dire que là où Alien 1 c'était un thriller SF basé sur le suspense et la peur, et ben là il va changer le délire, il va dire que ça va devenir un film d'action SF, toujours avec du suspense. Donc en changeant le registre, déjà ça renouvelle tout de suite le genre. Là où le premier c'était une alien face à 7 personnes pas entraînées, bah là on va mettre tout un groupe de marines super entraînés face à plusieurs aliens. Donc tout de suite on a un concept fort qui permet de consolider une vraie trame autour de ce concept fort, mais là où il est vraiment fort, et c'est pareil dans Terminator 2, c'est qu'il est hyper respectueux de la mythologie que le premier avait mis en place. Autant dans Terminator, c'est lui qui a mis la mythologie en place dans le premier, mais là je trouve qu'il est hyper respectueux de ce que Ridley Scott a mis en place dans le premier. Il y a un réel enrichissement de l'univers, c'est-à-dire que le mec n'est pas juste là pour faire son film à lui, il est là pour vraiment poser une pierre au-dessus du celui d'avant, et en sachant que c'est pas lui qui a écrit le premier, je trouve qu'il a fait un énorme boulot, parce que la mythologie est réellement augmentée dans cet épisode-là, quoi. Déjà, on en apprend plus sur la fameuse compagnie, avec ce rapport à multinationale intergalactique, avec Weyland, qui envoie des colons sur des mondes pour les terraformer. Enfin, on a donc le côté minier du premier épisode, bah là, il est croisé avec le côté terraformage du deuxième. Enfin, il y a plein de thématiques comme ça qui vont être enrichies au fur et à mesure du 1 et du 2. La mythologie des aliens, rien que le fait d'avoir mis plusieurs aliens, et d'avoir donner une raison pour laquelle il y a des œufs, d'avoir créé cette fameuse reine. Alors dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que Ridley Scott, il considère qu'il n'y a pas de reine dans son univers alien parce que il considère que le 2 est pas arrivé, enfin je sais pas. Alors je trouve ça irrespectueux de sa part. Le mec, Cameron a pris un truc, il a proposé un développement de cet univers en donnant des règles, et les règles sont hyper bien foutues. Enfin, à un moment, il faut juste respecter que c'est pas toi qui as forcément eu toujours les bonnes idées, mais le fait que les aliens marchent un peu comme une espèce de fourmilière avec une reine qui pond des œufs, ça justifie totalement tout ce qui se passe dans le premier et dans le deuxième. Ça donne presque de la légitimité aux scènes Director's Cut du premier qui, fondamentalement, en elles-mêmes, n'ont pas de sens. C'est-à-dire que ce que fait l'Alien sans ce qui se passe dans Alien 2,
Je comprends pas pourquoi l'Alien dans le 1, elle foutrait les gens au mur comme ça, alors que dans le 2, au moins, Cameron, il offre une justification à tout ça. Et à un moment, j'aime beaucoup Ridley Scott, mais il faut qu'il arrête de poser des questions sans jamais vouloir donner de réponse. Cameron, au moins, il arrive et il donne des vraies réponses. Et ça, je trouve ça déjà couillu, et au final, je trouve ça hyper respectueux de sa part vis-à-vis du spectateur. Il y a toute la thématique sur la robotique, sur le rapport que Ripley va avoir avec Bishop, le nouveau robot du 2, qui est vraiment un miroir et une réponse, et une manière de vraiment continuer le personnage de manière cohérente par rapport au premier, avec le fameux l'Android H, qui avait totalement pété un câble. Donc il y a cette espèce de méfiance de Ripley, donc déjà, c'est vraiment qu'il y a un respect de continuité directe par rapport à ce qui se passait dans celui d'avant. Après, il y a aussi toute une critique du capitalisme qui est encore plus accidentée dans le 2. C'est vraiment une continuation de ce qui se passait dans le premier. Donc dans le premier, il y avait ce rapport où Ash, il avait des ordres pour récupérer l'alien et machin. Là, c'est le personnage de Burke qui représente donc les intérêts de la fameuse compagnie, Wayland, je crois, et qui est vraiment une merde horrible. Enfin, et cette thématique est en continuité directe avec ce qui se passait avant. Il est là, il joue comme si c'était le mec bien qui voulait les intérêts de tout le monde, alors qu'en fait, il a vraiment, c'est vraiment une raclure qu'il a vraiment pour le profit, quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse politique, vous pouvez zapper si ça vous saoule, parce que je sais qu'en ce moment, on est un peu, on en a par-dessus le chapeau, mais en regardant ce film, là, entre les deux tours présidentielles, il y a quand même un gros parallèle entre le fameux débat ni Macron ni Le Pen, parce qu'il y a une phrase de Ripley qui dit je sais pas laquelle des deux espèces est la pire, je les vois pas eux s'entre-baiser entre eux pour plus de bénéfices. Et ça m'a vraiment fait marrer, enfin, j'ai vraiment, d'un coup, je me suis dit, oh putain, les aliens c'est Le Pen et Burke c'est Macron. Voilà, c'était mon petit parallèle BFM du jour, mais c'est débile, mais ça m'a fait marrer comme ça, quoi. En plus d'être très fidèle au premier, le film est pour moi hyper avant-gardiste. Alors par exemple, on a souvent loué Rogue One ou les nouveaux Star Wars pour leur effort de représentation, de mettre des personnages féminins forts, de mettre des minorités à l'écran. Bah, Aliens, en fait. Aliens, t'as Ripley qui est personnage principal, qui est juste, je pense, un des personnages féminins les plus forts du monde du cinéma, je pense, de tous les temps. Je suis pas sûr qu'il y ait un personnage féminin qui ait autant de cran qu'elle. Et en plus, en termes de représentation de la minorité, t'as un personnage hispanique qui est joué par Vasquez, qui est super badass, qui est peut-être l'un des personnages les plus iconiques du film avec Ripley. T'as le chef des Marines, c'est Apon, qui est un black. Enfin, il y a vraiment ce côté hyper multiculturel. Donc je trouve que pour les années 86, les années 80, finalement, quand tu vois Aliens maintenant et que tu vois les blockbusters auxquels on est en train de dire « Ah, c'est bien, ils ont fait des efforts de représentation de minorité, tout ça », bah en fait, ça n'a pas, en presque 30 ans, pas grand-chose à bouger, parce que Aliens, ça avait déjà presque ouvert la voie à tout ça, déjà, quoi. Donc en plus d'avoir un concept solide, Alien fonctionne aussi sur des personnages que je trouve mais tous plus intéressants les uns que les autres. Donc il y a Ripley qui est pour moi un level au-dessus du premier. Je trouve que là franchement Sigourney Weaver elle envoie sérieusement du pâté, et le personnage est vraiment un effet crescendo où elle décide au fur et à mesure de prendre les choses en main, parce que fatalement, elle est sous juridiction militaire, donc elle fait un peu confiance aux militaires, mais en fait elle se rend compte qu'elle est plus à même, elle a plus de cran, elle a plus de charisme, elle a plus de courage que chacun d'eux, et ça finit par un moment de ouf, quoi, où elle est là à s'accrocher 2 fusils avec un lance-flamme, à se faire son combo d'armes, aller chercher Newt dans la fourmilière alien toute seule, à être face à face avec la reine alien, à lui faire genre, hey, vas-y, on se teste du regard, et t'as vu comment moi je suis vraiment une badass ultime, je te fous la pression sévère. Enfin, non mais franchement, elle est trop classe, quoi, Ripley dans ce film, et à la fin, avec le combat où elle est dans le robot et tout, enfin... Ce personnage, là, franchement, elle a été nominée pour les Oscars pour ce rôle-là, ce qui était un truc totalement imprévu à l'époque, un film d'action comme ça, blockbuster, qui a une actrice nominée en rôle aux Oscars, c'était presque jamais arrivé. Et franchement, déjà la nomination elle le mérite, et le rôle a franchement trop la classe, quoi. Mais ça, c'est Cameron qui arrive à foutre la classe pratiquement dans... Pour moi, c'est le résumé, enfin, le film est classe, quoi. C'est ma notion de ce que je considère être trop classe. Tous les personnages sont classe, alors ça veut rien dire que là c'est totalement subjectif, mais là ça l'est totalement. Par exemple, il y a Vasquez aussi qui est mais j'adore ce personnage là, le look, rien que le look déjà, cette espèce de soldat un peu en mode guerre du Vietnam, les Marines sont inspirés un peu du Vietnam, même tout ce qui est avion, mais les véhicules, c'est un peu inspiré guerre du Vietnam, et trop classe avec son bandana rouge, la meuf, tu sens qu'elle a... La meuf, elle est capable de foutre un pain à n'importe qui direct, elle a un acte d'héroïsme génial, son arme est géniale, c'est un steadicam, son arme,
Donc ça c'est encore une autre idée de Cameron que je trouve formidable. Même Apone, tu vois, dès qu'il se réveille, il fout son cigare dans la bouche. Enfin, chaque personnage a des petits détails comme ça qui font que tout de suite tu t'attaches à eux, quoi. Tout de suite t'as envie de t'y intéresser parce que ils dégagent directement une vraie identité, quoi. C'est pas juste des espèces de clichés sur pattes ou tu vois, de stéréotypes. Souvent dans les films maintenant où on met plus d'un groupe de personnes, ils vont tous mourir les uns après les autres, on fait souvent des stéréotypes. Et là, je trouve que les personnages le sont pas du tout. Ils sont absolument pas résumables en une phrase, et t'en sais pas beaucoup plus sur eux, tu sais pas forcément énormément sur leur background ou quoi que ce soit, mais c'est pas ce qui importe, c'est juste que, au vu de leur action, au vu de leur comportement au sein du film, t'es obligé de t'attacher à eux parce qu'ils sont réellement humains, quoi. Ils ont tous plein de traits qui les rendent plus humains les uns que les autres, quoi. Alors il y en a un seul qui est moins humain que les autres, c'est forcément Bishop, qui est le androïde, et d'ailleurs je trouve que, pour moi, la vision de Bishop est plus cohérente dans celui-là que dans le premier. Je trouvais que Ash, dans le premier, était trop humain. Il y a un moment où, même dans la première partie, où tu sais pas encore que c'est un androïde, il a trop de réactions, même quand il est tout seul, il a des vraies mimiques d'humain. Enfin, là, Bishop, il a un côté un tout petit peu, c'est vraiment très subtil, très léger, un tout petit peu plus froid. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus juste. Et là-dessus, je pense que j'y crois un peu plus à cet androïde-là qu'au premier, qui était peut-être un poil trop humain, quoi. Mais ce qu'il faut retenir de ce film, c'est surtout que c'est ce que les années 80 ont fourni de meilleur, quoi. On fait plus des films comme ça, en fait. Quand tu regardes un film comme ça, tu te dis, mais putain, mais c'est vrai que le cinéma, c'est passé à autre chose, réellement, quoi. L'esthétique de ce film ne sera probablement plus jamais... Peut-être Nolan, qui est encore un des rares à peu près être dans cette voie-là, quoi. Mais d'être dans la voie de pas d'avoir une overdose d'effets numériques et de vraiment tout créer les choses de manière concrète. C'est-à-dire que c'est con, mais quand il y a vraiment un vrai vaisseau qui les transporte. Enfin, t'as des moments où c'est incrusté, d'ailleurs, c'est un peu mal vieilli, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des moments où le vaisseau vole, il est là devant toi, et tu les vois descendre, ils sont dans un vrai véhicule qui est solide, et enfin, tout est comme ça, tout est pratique. En anglais, on dit practical. Et c'est vraiment ça, les aliens, c'est des costumes ou des animatroniques, là. Et la reine alien, c'est l'exemple parfait de ça. La reine alien, c'est uniquement de l'animatronique, et bah... Je suis désolé, peut-être que les mouvements, tu pourrais faire des mouvements peut-être un peu plus, je sais pas, fluides ou je sais pas quoi, en CGI, mais là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu te poses pas une seule fois la question de te dire « Ah bah non, mais elle est pas réelle ». C'est juste, elle est là, tu la vois, tu la sens, tu la touches, tu vois qu'elle touche Ripley, que... Voilà, alors la bataille, au final, de fin, en termes d'action, de mouvement de caméra, il n'y a rien de faramineux, mais ça suffit, parce que c'est réel, c'est concret, tu sens que les gens se touchent réellement, enfin... Tu vois, et ça se fait plus, quoi, de nos jours. Nos jours, on aurait clairement... Bah, d'ailleurs, les prochains films vont peut-être me donner raison, on verra avec Alien Covenant et tout ça, mais c'est vrai que t'as plus vraiment ce côté physique, quoi. Et d'ailleurs, la Reine Alien, je vous invite à aller au musée du cinéma et des miniatures de Lyon, qui est un très bon musée, qui paraît un peu bizarre, parce que tu te dis cinéma miniature, qu'est-ce que ça vient foutre ensemble? Mais en fait, c'est vraiment un super musée si vous passez par Lyon, ou si vous habitez Lyon. Et ils ont la Reine Alien en animatronique dedans, et tu te rends compte de la waouh! Quand tu la vois vraiment en face de toi, ça en impose, mais sévèrement, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de ces maquettes, de ces animatroniques, ça complique vachement la mise en scène, et au final, il se permet pas de faire grand-chose avec sa mise en scène, enfin avec sa caméra plutôt, James Cameron. C'est-à-dire qu'on a une utilisation de la caméra qui est, somme toute, assez simple, qui est pas là pour faire du tape à l'œil, qui est vraiment, bon, par exemple pour les scènes d'action, on a majoritairement des gens qui tirent dans un plan, et des aliens qui explosent en contre-champ, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de... On serait à l'heure actuelle, on mettrait soit un montage hyper cut, soit des plans séquences un peu à la Snyder, hyper stylisés. Enfin, là, il y a vraiment une esthétique très basique. On filme juste ce qu'on a devant nous, et c'est le fait que ce qu'on a devant nous est hyper bien foutu, hyper impressionnant, hyper réaliste, hyper classe, hyper crédible, hyper tout ce que vous voulez, qui fait que les scènes fonctionnent, quoi. Il n'y a pas besoin de réaliser, de mettre des effets de caméra, des effets de lumière spécifiques, enfin même s'il y a des lumières spéciales parce qu'il y a genre du rouge, des trucs qui clignotent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Le fait qu'on filme un beau décor avec des beaux costumes, avec des beaux effets spéciaux, enfin des effets spéciaux physiques, bah ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Il arrive aussi le tour de force de mettre un personnage d'enfant pas insupportable. Tu vois, le personnage, parce que dans ce genre de film, le personnage de l'enfant que tu dois toujours sauver et tout, c'est le genre de truc qui peut devenir insupportable, un peu comme les jeux vidéo, genre dans Resident Evil 4, la gamine que tu dois sauver, qui est insupportable. Bref, et là, Newt, elle est finalement, si elle est pas là, je pense que le film aurait énormément perdu, parce que la thématique avec Ripley et le fait qu'elle est mère fonctionne super bien, et Newt, son évolution est vraiment crédible, on sent le trauma, et c'est aussi un truc qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que quand il débarque dans la base, la bataille s'est passée, quoi. Et t'as tous les Marines qui découvrent cette bataille, et waouh!
tu fais, oh putain, ça a dû être horrible, quoi. Et quand le premier grosse confrontation arrive, et qu'il se passe super mal, tu fais, oh putain, le truc de... Enfin, c'est vraiment... ils sont vraiment dans la merde, quoi. Et t'as cette espèce de suspense qui existe parce qu'ils déambulent dans des couloirs qui sont tout flingués, avec de l'acide par terre, il y a 0 cadavre en plus, donc ça te pose énormément de questions, et cette force de la narration de réussir à te donner envie d'en savoir plus, juste parce qu'on te montre des choses où il s'est passé des trucs de ouf avant, bah, il l'utilise parfaitement Cameron là-dedans. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas une surabondance de personnages, il y a vraiment une grosse séquence où les gens crèvent un peu tous au même moment, et après, on a tout de suite un groupe très restreint, et donc il n'y a pas une espèce d'enchaînement comme le dernier Kong, où t'as plein de séquences où t'as des gens qui meurent, en fait on n'a rien à foutre parce que tu t'es jamais intéressé à eux. Les gens qui restent dans le groupe tout de suite après la première attaque, tout de suite tu sais qui c'est, quoi. T'en as pas beaucoup, t'as 3 Marines, je crois, si je me gourre pas, et leur chef, qui est l'espèce de couille molle, là. Et ça fonctionne vraiment parce que t'as pas besoin de mettre des gens où tu t'en fous, et s'ils meurent, c'est juste pour créer une scène d'action, quoi. L'espèce de chair à canon de scénariste, j'appelle ça. Là, t'en as pas. Là, t'as vraiment... t'as un groupe de Marines au début où t'as réussi à tu peux pas tous savoir exactement qui c'est, mais t'en as quand même certains où tu t'es dit, ah, ce mec-là, ça va peut-être genre Apone, enfin, clairement, Apone, tu te dis, ah, bah, ce mec-là, il va être important, et il meurt super rapidement, en fait. Bon, après, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait marrer. Déjà, il y a les éclairs typiques des années 80. J'ai l'impression que ça aussi, on va plus jamais le voir dans le cinéma, ces éclairs, c'était genre le seul plugin éclair qu'ils avaient à l'époque. Petite incohérence, mais qui est vraiment du pinaillage de level ultime, quand ils ont tous rendu leurs munitions, parce qu'il faut pas qu'ils tirent, sinon ils vont faire exploser la centrale, là. Bon, donc, ils sont plus supposés avoir d'armes, les deux qui ont le gros flingue Steadicam, là. Et par contre, c'est eux qui sont toujours devant, quoi. Enfin, en fait, ils ont des munitions, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont... les autres sont pas supposés le savoir, et c'est eux qui sont devant, genre en mode, bah, on est prêt à tirer. Bah oui, non, mais vous êtes supposés pas avoir de balles dans votre flingue. Enfin, soyez cohérents, quand même. Et à la fin, quand l'alarme dit 15 minutes, il vous reste 15 minutes avant, et bah, il se passe vraiment 15 minutes dans le film. Et ça, bah, j'aime bien. J'aime bien quand le cinéaste utilise la temporalité réelle... Mais ça me fait toujours un petit... Je trouve qu'il y a une utilisation du temps qui est intéressante. Pour moi, ce film, il m'a marqué toute ma jeunesse. J'ai souvent joué à être Aliens, à être un Marines dans Alien, et je trouve que Cameron, là-dedans, il arrive à te créer un univers de fou. Visuellement, il y a tellement de choses que je trouve... Pour moi, faudra que j'arrive à faire une vidéo pour expliquer ce qu'est la classe, quoi. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Ce qui est classe, et ben de ce film, c'est la classe 100%. C'est 100% la classe. Voilà. Donc évidemment, je lui donne 5 étoiles. C'est pas des étoiles, c'est des masques. 5 masques, voilà. C'est mon préféré d'Aliens, c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas photo. Ça rend hommage au premier, ça propose quelque chose de nouveau en même temps. C'est perfect, perfect, Mr. Cameron. Chapeau, monsieur. Chapeau, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour avoir les autres vidéos, parce qu'il va y en avoir d'autres sur Alien. On se retrouve très vite pour l'épisode Alien Cube, que pour le coup j'aime beaucoup moins, donc je vais pouvoir commencer à sortir la mauvaise foi. Le flingue à mauvaise foi. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.